Vous avez entendu parler de la révolution sexuelle? On est au bout là. Ça a commencé dans les années 1950. Il y a un Américain qui s'appelait Alfred Kinsey qui a fait une série de rapports qui ont complètement bouleversé l'Amérique, l'Europe et le monde. Alfred Kinsey a interrogé des dizaines, des centaines et peut-être même des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Et il a fait un rapport qui raconte quelle est la véritable vie sexuelle des Américains moyens. Et ce rapport a absolument tout bouleversé. Il a déclenché ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Ce qu'on appelait ligues de vertu étaient absolument furieuses. Non, mais les ligues de vertu, ce sont des gens dont on se moque abondamment. Et rien n'a pu arrêter le cours de cette révolution déclenchée par le rapport Kinsey. Alors Kinsey, c'était un universitaire, il a fait son rapport de façon tout à fait académique, c'est du moins ce qu'on a prétendu. Et la vérité qui a émergé de ce rapport a été absolument traumatisante pour le peuple américain. On a appris dans son rapport qu'un homme sur 10 avait des rapports homosexuels réguliers. Qu'un homme sur 2 trompait sa femme et que 2 hommes sur 3 allaient voir des prostituées. Ce n'était pas du tout l'image que les Américains avaient d'eux-mêmes. Du tout. Sur les femmes, la moitié des femmes avaient des rapports sexuels avant le mariage, ce qui n'était pas du tout ce que nous racontait le cinéma. Un quart des femmes étaient adultères de façon régulière et 87% des célibataires avaient avorté, au moins une fois. Le rapport Kinsey a été une révolution en lui-même. Qu'est-ce qu'il a déclenché? Il a déclenché l'apparition de ce qu'on a appelé la libération des femmes, c'est-à-dire les femmes qui se mettent à avoir des rapports sexuels en dehors du mariage et en dehors d'un compagnon régulier. On a vu arriver la pilule, on a vu arriver l'avortement comme acte banalisé, on est encore dedans. Et on a vu arriver l'irruption du porno. La pornographie, ça date de cette époque-là. Avant, une image pornographique était poursuivie, était pourchassée, c'était interdit. Et à partir du rapport Kinsey, la porno, il y a des magazines porno pornographiques et même de films ensuite par la suite à portée de tout le monde. C'est ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Les conséquences de cette révolution sexuelle ont été, enfin de ce qui a été déclenché par le rapport Kinsey, ont été telles que la législation américaine, puisque c'est parti d'Amérique, s'est adaptée au rapport Kinsey. C'est-à-dire qu'on n'a plus poursuivi les crimes, les délinquants sexuels comme on les poursuivait avant. On a baissé drastiquement le degré de gravité de ce qui pouvait être considéré comme des crimes sexuels. The model penal code that was adopted just after 1955 was based on Kinsey's research. This is a flow chart I put together to describe how the Kinsey research gutted American laws. Through the American Law Institute, ALI, the American Law Institute Model Penal Code, 1955. That was where protections were then removed for women and children from American law system. The U.S. justice system from 1948 to today, that's what this is about. After publishing his reports, Kinsey traveled the country, giving lectures at universities and testifying before lawmakers. He was received as the leading scientific expert in the world on human sexuality. In particular, he discussed laws concerning sex offenders and the education of children. Of children, he said 100% are orgasmic from birth. Therefore, children can benefit from sex with adults and even incest, which is illegal, so we need to lower the age of consent. He was working toward making everything legal, but that's all right. Children need early explicit school sex education since they're sexual from birth, which was illegal at the time, now it's everywhere. They need masturbation and hetero and homosexual acts to be taught to them, which was illegal, and now it's being taught. And about parole, Kinsey said that sex offenders rarely repeat sex crimes, therefore all sex offenders should be paroled, which is exactly what started to take place. Part of Kinsey's defense of pedophiles was that children were not really harmed by sexual contact with adults. Therefore, it made no sense to incarcerate pedophiles for lengthy prison terms. Et Kinsey
était tellement sûr de ce qu'il disait qu'il a dit un jour sous serment, et je vais vous faire la citation, il faut que je la trouve, il a dit que les délinquants sexuels récidivaient rarement. C'est-à-dire qu'il suggérait que quelqu'un qui avait commis un crime sexuel soit mis en liberté conditionnelle. Et il a dit ça sous serment. Et ce monsieur était pris très très au sérieux. Très très au sérieux. Toute la législation américaine s'est adaptée au rapport Kinsey, et par la suite, toute la législation européenne. C'est nous, c'est au début des années 60 qu'on a vu arriver également. À la fin des années 60, plutôt, début des années 70, ça a été l'explosion. J'étais dessous, hein, moi j'avais 20 ans en 70, donc j'ai vu passer ça. La banalisation de la transformation de la sexualité depuis comment dirais-je, la sexualité est devenue une activité de loisir à laquelle tout le monde avait droit. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais on y est complètement maintenant. Et ça a débuté à ce moment-là. L'avortement, on a bien le droit, la pilule, on a bien le droit, coucher avec qui on veut, on a bien le droit, on a bien le droit, on a bien le droit. C'est l'individualisation de la morale, et bien ce qui me fait plaisir, mon plaisir et mon droit. Tout ça, ça date de cette époque-là, et tout ça, ça a été déclenché par le rapport Kinsey. Il y a une autre conséquence du rapport Kinsey qui a été absolument fondamentale, c'est l'irruption du mouvement gay. Qu'est-ce que c'est l'irruption du mouvement gay? C'est un monsieur qui s'appelait, alors j'ai son nom, il s'appelait Harry Hay. Il est fondateur du mouvement de libération des homosexuels aux États-Unis, et il dit « Les tenants de la libération gay et les amoureux des garçons doivent savoir tout ce qu'ils doivent à Kinsey. » Voilà, c'est eux qui le disent. Et il y a un mouvement qui s'est créé dans la foulée du mouvement de libération gay, c'est le mouvement de libération des pédophiles. Ils ne se disaient pas comme ça s'appelait le NAMBLA, c'est le mouvement de libération des hommes qui aiment les garçons. In 1994, an underground film was released titled Chicken Hawk, Men Who Love Boys. The film documented the lives of certain members of NAMBLA, the North American Man-Boy Love Association. The word chicken hawk is a reference in the gay community to older men who prey upon underage children, boys in particular. I have all my life been attracted to younger boys. Where are the boys? Boys are everywhere. You don't have, there's not one single place. There's the mall, the supermarket, the street, the sports event. I can look out my window and see the school, and it's like Moses looking across to the promised land. Now, the Queen's Vernacular was considered to be the #1 gay lexicon dictionary for homosexual language. 12,000 words in this dictionary, and you open it up, and their mascot is, as was the mascot in The Advocate, a boy, Boy Scout in this case, and the 12,000 words that are in here all relate to the in language, the cant that's being used within the homosexual movement amongst homosexuals. What do all these words mean? Well, they had a certain meaning for the homosexual world that the straight world didn't understand. Chicken Hawk, Men Who Love Boys, stands as a powerful indicator of the damage done to America in its post-Kinsey era. We remind the audience that the group NAMBLA, who are the focus of this film, claim to take their inspiration directly from Alfred Kinsey. And while many in the gay community would deny that homosexuality is linked to pedophilia, it is worth noting that the very founder of the gay rights revolution, Harry Hay, consistently advocated the inclusion of NAMBLA in gay pride parades. In fact, here is a photo of Hay marching in a parade with the words, "NAMBLA walks with me," written on his back. Needless to say, Hay had been persuaded by his chief influence, Alfred Kinsey. Et Harry Hay a toujours demandé aux militants de NAMBLA de défiler avec lui pendant les Gay Pride. C'est-à-dire que, d'emblée, quand les homosexuels ont commencé à sortir publiquement pour revendiquer leur libération, ils ont accepté avec eux les pédophiles, c'est-à-dire les homosexuels amoureux de jeunes enfants, et pas d'adultes consentants. Voilà.
D'autre part, l'influence qu'a eu Kinsey, ça a été également en direction de la connaissance qu'on pouvait avoir des enfants. Et Kinsey disait, les jeunes enfants ont besoin, je le cite là, hein, c'est une citation, les jeunes enfants ont besoin de cours d'éducation sexuelle explicites le plus tôt possible, puisqu'ils sont sexuels dès leur naissance. Le plus tôt possible. C'est ce qu'on est en train de nous vendre hein, pour l'éducation sexuelle à partir des petites classes. Hein, il y a des programmes promus par les Nations Unies pour faire de l'éducation sexuelle la plus explicite possible dès les petites classes. Kinsey nous l'a vendu dans les années 50. Et il disait également, les enfants peuvent tirer des bénéfices de relations sexuelles avec des adultes, y compris leurs parents. C'est-à-dire que Kinsey a fait la promotion de l'inceste, ce qui dans nos cultures est considéré quand même comme le crime des crimes. Donc si Kinsey a dit la vérité, et apparemment tout le monde était d'accord pour dire que c'était la vérité, et il était normal de vouloir adapter effectivement la morale publique à sa pratique. Sauf que des gens courageux, intelligents et moralement tout à fait recommandables sont allés regarder ça de plus près. Et ils ont vu quoi? Que 55% des hommes interrogés par Kinsey sur leurs pratiques sexuelles étaient des délinquants, des prisonniers, des psychopathes, des grands criminels, et y compris des grands criminels sexuels. Il a mélangé pour moitié des hommes normaux de l'américain moyen avec des délinquants, des psychopathes, y compris des délinquants sexuels. Et il nous a sorti des statistiques là-dessus. Again, a later study done as early as 1960 by Phyllis and Eberhard Kronhausen would find that the levels of sexual promiscuity among males were much lower than Kinsey had reported. According to his fellow researchers, the reason for this dramatic difference is because Kinsey manipulated the data, including men from America's prisons, as part of the regular male population. He wrote that he found 1,300 to 1,400 sex offenders that he used as his normal male population. What? In addition to the convicted sex offenders, Kinsey included regular prisoners who were serving time for other offenses, along with 199 sexual psychopaths, all mixed together as part of the regular male population and presented to the American people as the average American male. In this interview for the documentary titled 1 in 10, listen as Paul Gephardt, who was one of Kinsey's co-authors and a member of his original team, admits to the high percentage of prisoners and their impact on Kinsey's data. With these poorer, lower educational level samples. And when I say poorer, they had, for example, 55% were prison. 55% were prison. And I think that has a definite effect. We know, we didn't have enough non-prison people to do much of a comparison, but he didn't do a comparison. He simply took the prison people he got and used them with that less than college educated sample. Il est allé, pour parler des pratiques homosexuelles des hommes américains, faire des enquêtes dans des bars gays et dans des bains pour homosexuels. Il a mélangé ces résultats-là avec les résultats de l'américain moyen. Et il nous a sorti une statistique sur les pratiques homosexuelles de l'américain moyen. C'est extraordinaire. Les femmes, comment a-t-il trouvé autant de femmes qui avortent et qui ont des rapports sexuels multiples hors mariage? Il est allé interroger des prostituées. Et il a mélangé les résultats obtenus chez les prostituées avec les résultats obtenus avec des ménagères dont personne ne peut nous dire à quel titre des ménagères américaines auraient fait des confidences à un type qu'elles ne connaissaient pas sur leurs pratiques intimes. C'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, le rapport Kinsey est totalement fallacieux et mensonger. On a changé la législation américaine et lancé une révolution sexuelle sur des résultats faussés, truqués et malveillants. Mais il y a plus grave encore. Il y a plus grave encore. Alors, à propos de l'homosexualité des hommes, des enquêtes ont été faites à la suite des rapports Kinsey avec d'autres données et des gens qui ne sont pas allés voir
les barguets et les bains. Les chiffres de Kinsey ont été multipliés par 10. C'est-à-dire que la vraie statistique de l'homosexualité, d'après ces chercheurs, c'est pas un homme sur 10, c'est 1 sur 100, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Maintenant, comment est-il allé faire pour découvrir que les enfants étaient sexuels dès la naissance? Là, on doit la découverte de ce qui s'est passé à une américaine de choc qui s'appelle Madame Judith Reisman, que je salue. And you know what Gebhardt said to me? You know what Dr. Gebhardt said? He wrote me a letter, which I wish you had up there too, in which he said that oral and manual techniques were used on the children. Now, Phil, I'm going to say that once more. I'm going to say that once more. And if I'm wrong, let them sue me. He said oral and manual techniques were used on those children. Et qui, comme juriste, est allé étudier de très près les résultats donnés par Kinsey en matière de découverte que les enfants avaient des orgasmes dès la naissance et pendant toute leur vie, pendant toute leur enfance. Kinsey a fait des tableaux dans lesquels il relate tel enfant de tel âge, ça va de 4 mois à 10, 11 ans, a réussi à avoir en l'espace de 24 heures tant d'orgasmes. Comment un type comme Kinsey peut-il nous parler d'orgasme d'enfant? Et Kinsey explique que les orgasmes d'enfants, c'est beaucoup plus difficile à reconnaître que les orgasmes des adultes, parce qu'en l'occurrence, pour les petits garçons, il n'y a pas d'éjaculation. Savez-vous ce que racontait Kinsey pour montrer ce qu'étaient les orgasmes des enfants? Tenez-vous bien. Nous devons ce travail remarquable à Madame Judith Reisman. Il appelle orgasme les cris, les convulsions et les mouvements désespérés d'enfants qui se débattaient pour échapper à leurs agresseurs. Kinsey appelle orgasme les hurlements de douleur et de terreur d'enfants violés. Kinsey nous a fait un rapport sur la sexualité enfantine, fait sur des enfants violés par des pédophiles dont il était lui-même. C'est ça qui a constitué le changement de morale en direction de l'éducation à donner aux enfants. Et nous y sommes à l'heure actuelle. Les enfants sont, paraît-il, sexuels dès leur plus jeune âge, on le sait par Kinsey, qui était un pédocriminel. The findings are so extreme that one child, a 4-year-old, is said to have had 26 orgasms within a 24-hour period. For Dr. Reisman, the obvious question was, where did Kinsey get such information? And I looked at those charts and graphs. I can't tell you how long it took me to try to process what I was seeing. I said, this is the torture of children. At the base of Table 31, Kinsey tells us that the data is based on actual observation of 317 males. Then on page 177 of the male volume, Kinsey writes, orgasm is in our records for a female babe of 4 months. But how would anyone recognize such a response in a young child? Kinsey wrote that among pre-adolescent boys and among younger females, orgasm is not so readily recognized, partly because of the lack of ejaculate. And so I said, what did this man, this Kinsey, call an orgasm? Right. I mean, it's an obvious question, isn't it? I mean, first of all, this was not possible, but second of all, what did he call? Well, I saw he documented it on page 160 and 161 in Kinsey's book, Sexual Behavior in the Human Male. He described specifically what he called an orgasm amongst these children. Kinsey defined orgasm for pre-adolescent children with the following description: a gradual and sometimes prolonged build-up to orgasm, which involves still more violent convulsions of the whole body, heavy breathing, groaning, sobbing, or more violent cries, sometimes with an abundance of tears, especially among younger children. And he said there were 6 categories. He called them 6 categories of orgasm, and he had category 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And included in these categories of what he called an orgasm were
screaming, writhing in pain, hysterics, especially among younger children. He put that in parentheses, especially among younger children, parentheses. He said that the children had convulsions. Those were his words. He said they fainted. He said they struck the partner. He called it the partner. This is the man who's raping the child. Okay. They struck the partner and tried to get away. And he said that those were all examples for him, of orgasm. Savez-vous comment est mort Kinsey? Il paraît qu'il est mort d'une crise cardiaque. En réalité, il s'infligeait à lui-même, des sévices abominables, et on a retrouvé à sa mort qu'il s'était arraché les testicules. C'est pas bien comme exemple pour remodeler la morale d'un pays. Qui a financé le rapport Kinsey? L'Institut Rockefeller, qui existe encore, qui continue de financer. Une enquête a été faite auprès de la fondation Rockefeller, à peu près à l'époque où Kinsey a sorti son rapport, et des enquêteurs ont appris que le but de la fondation, dans l'enquête sur Kinsey, était d'extirper de l'Amérique toute sa moralité et son idéologie chrétienne. C'est-à-dire que le rapport Kinsey a été financé pour briser la morale et la famille américaine. Et nous en sommes maintenant. La famille américaine est loin derrière. C'est maintenant la famille en France, en Europe et dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un plan de destruction de la morale publique par l'intermédiaire d'une pseudo-révolution sexuelle. Pour tout casser, tout briser, le but ne peut être qu'un but de domination. In the 1950s, a congressional committee was formed under Congressman B. Carroll Reese to investigate the influence of the large tax-exempt foundations, including Rockefeller. There was a huge concern at the time, in the 1950s, that the foundations were now being run by people with a strikingly strident a libertarian or liberal agenda which resisted and resented the Judeo-Christian way of life. The late Norman Dodd was the director of research for the Reese Committee. In an interview recorded shortly before his death, Dodd stated that part of what the committee had learned was that the objective of the great foundations was to remove America from the values on which she was built and to do so through the education system. What we had uncovered was the determination of these large endowed foundations, this Carnegie Endowment story and the Ford Foundation and the Guggenheim and the Rockefeller Foundation, all working in harmony toward the control of education in the United States. Dodd's testimony becomes an important issue when considering the direct impact of Kinsey's research on sex education in America. While the Reese Committee investigated many programs funded by the foundations, when it came to Kinsey's research, they were vehemently opposed by the late Congressman Wayne Hayes. That's established quite well in Renee Wormser's book on foundations, their power and influence, a book that no American who wants to understand what happened to our country should be without. Renee Wormser was the lawyer for the Reese Committee. In his book, Wormser writes that the committee had dug up some significant material about foundation support of the Kinsey projects. This brought Mr. Hayes into a steaming rage, he says, and he asked to see our entire Kinsey file. It was produced for him, and he angrily declared to Mr. Dodd that we were to go no further with this particular investigation, contending that every member of Congress would be against our doing so. Mr. Hayes stated emphatically to Mr. Dodd that he would oppose any further appropriation to our committee unless the Kinsey investigation were dropped. Savez-vous comment s'appelle l'Institut Kinsey? Le vrai nom de l'Institut Kinsey, c'est Institut pour l'étude du sexe, du genre et de la reproduction. C'est-à-dire que le genre, l'étude de genre, fait partie de ce que promet l'Institut Kinsey, grand criminel devant l'Éternel. En 2007, Aaron Rousseau, qui était un homme de cinéma, atteint d'un cancer, a donné une longue interview
à... Comment s'appelle-t-il, hein? Alex Jones. Et il a dit avoir été ami avec un certain Nick Rockefeller. Alors, je ne connais pas l'affiliation, enfin, je veux dire les rapports familiaux entre ce Nick Rockefeller et la fondation du même nom. Enfin, il est vraisemblable que ce très riche monsieur faisait partie de cette bande. Et Aaron Rousseau a dit devant caméra, et il faut retrouver ce passage, que son ami Rockefeller lui a dit que dans les années 60, c'est-à-dire une dizaine d'années après la sortie du rapport Kinsey, c'était eux qui avaient inventé la révolution sexuelle, l'idée étant, en mettant les femmes au travail, de les couper de leurs enfants, de telle sorte qu'on puisse récupérer les enfants. Well, one of the things they told me was that he was at the house one night, and we were talking, and he started laughing. He said, "Aaron, what do you think women's liberation was about?" And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, "You're an idiot." And I said, "Why am I an idiot?" He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before Women's Lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up the family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for Women's Lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble venture. Alors l'Institut Kinsey, qui est un institut de recherche sur le sexe, le genre et la reproduction, je crois que tout le monde a compris le rapport qu'on peut faire avec ce qui se passe aujourd'hui. Toute la morale sexuelle qui a cours aujourd'hui est la conséquence d'un rapport truqué, financé par la banque, destiné à détruire la civilisation chrétienne, institut dirigé par des pédophiles. 60 ans de mensonges, de chutes, de perte des repères et des valeurs. Ce qu'il a fallu de souffrance et d'angoisse pour comprendre comment nous en sommes ici aujourd'hui. Comprendre quoi? Que chez l'humain, le sexe est sacré et n'est pas une activité de loisir. Le sexe est sacré et lié à l'amour. Nos enfants sont notre avenir. Les pervers veulent nous les voler. Alors maintenant qu'on sait, on fait quoi?